Certains d'entre vous allez pouvoir retrouver bientôt un peu de liberté, d'autres allez devoir vous en priver davantage. Le premier ministre François Legault a annoncé des assouplissements aux mesures sanitaires dans certaines régions, l'Outaouais, la capitale nationale et l'Abitibi-Témiscamingue. Par contre, ça se corse en Estrie et des mesures d'urgence sont imposées dans le secteur du granit. On vous présentera tous les détails un peu plus tard. On fera aussi le point sur la vaccination. Est-ce qu'on devrait, oui ou non, bouder le vaccin d'AstraZeneca si on en a la possibilité? Et on va revenir sur la commission Laurent, sur la protection de la jeunesse. Un énorme chantier attend le gouvernement. On veut se demander s'il est prêt. Mais d'abord, depuis le début de la pandémie, les jeunes passent plus de temps que jamais devant les écrans. Les réseaux sociaux leur ont permis de garder contact avec leurs amis, mais il y a des côtés sombres aussi. Bénédicte, toi, tu as parlé avec une mère dont la fille de 11 ans a reçu des propositions assez indécentes sur Instagram. Oui, j'ai parlé avec Audrey Corriveau et la photo de sa fille de 11 ans s'est retrouvée, entre autres, sur une page Instagram où il y avait plusieurs photos avec, entre autres, on la voit qui défile derrière. Là, on a quand même brouillé les visages, mais plusieurs mots-clics à caractère sexuel. Sa fille, elle a 11 ans, elle a un compte Instagram, mais quand même, ce qu'elle dit, c'est qu'elle surveille beaucoup. Mais là, peut-être avec le télétravail, tout ça, l'école à la maison, peut-être une couple de journées, elle a moins surveillé. Mais quand elle est allée voir, il y avait des demandes de messages privés. Et là, elle a fait un méchant saut. On va vous montrer un peu les échanges qui ont été faits. D'abord, sa fille a été abordée, entre autres, « Est-ce que tu veux plus d'abonnés? » C'est souvent ça, Noémie. Hein? Ils vont écrire ça parce que les jeunes veulent des abonnés, ils veulent être populaires, veulent devenir influenceurs. En échange, on le voit, elle a envoyé quelques photos. C'est des photos de son visage. Mais là, vous le voyez, la photo, elle est sur cette page-là. Et les mots-clics qu'on voit, faire l'amour, on voit des mots-clics comme sexy cougar. T'sais, on parle quand même d'une fille de 11 ans. La maman s'est mise à répondre. Elle s'est fait passer à un certain moment pour sa fille en disant « j'ai 11 ans ». Et le gars lui demande des photos nues d'elle, lui demande si... Sachant qu'elle a 11 ans, là. Oui, et lui demande si elle a déjà fait ça, envoyer des photos nues. Il y a un autre message, là, c'est directement sa fille qui l'a pris et on lui a demandé, entre autres, on lui a fait des propositions à caractère sexuel. Là, on ne rentrera pas nécessairement dans les détails, mais est-ce qu'elle voulait recevoir, elle aussi, est-ce qu'elle voulait voir des parties intimes de cet homme-là? Donc, elle a tout enlevé ça. Elle a demandé que les photos soient enlevées. Je vous laisse entendre la maman. Moi, j'ai son mot de passe, je regarde régulièrement, 2, 3 fois par semaine. Je vais voir ses messages, je vais voir à qui est abonné. Puis ce soir-là, je suis tombée dans ses demandes de messages de quelqu'un qui n'était pas dans ses abonnés, qui lui demandait de faire des news. J'ai figé, le cœur m'a fait 3 tours, j'avais le cœur qui débattait. Je me suis dit, d'où ça vient? Fait que là, j'ai passé la soirée à faire le tour de tous les pages auxquelles elle était abonnée. Il y en avait comme 1000. Puis là, je défile la page, puis je vois les photos de ma fille. Je clique sur les photos et j'ai trouvé ça dégueulasse de voir baise, puis faire l'amour, puis sexy en dessous des photos de visage d'une petite fille de 11 ans. Puis c'était pas la seule, parce que j'ai fait le tour de la page, puis c'est juste ça, là. Puis quand j'étais allée voir qui était abonné à cette page-là, c'était des petites filles puis des messieurs. Vendredi dernier, j'ai réussi à faire supprimer les photos. Je leur ai écrit avec mon compte à moi. Je leur ai dit que j'avais été à la police. J'ai dit, j'ai été à la police avec ta page de pédophile, puis si tu supprimes pas les photos de ma fille maintenant, je vais aller plus loin. Là, ils ont supprimé les photos. Mais Bénédicte a aussi appris que le nombre de signalements pour des incidents de ce type où des enfants sont sollicités par des adultes, ça a explosé depuis le début de la pandémie. Oui, 88 d'augmentation. Ça, c'est cyberaide.ca. Les demandes, les dénonciations qui ont été faites là-dessus, ça a augmenté. Et il y a même une nouvelle tactique. Des demandes de nature sexuelle. De nature sexuelle. Et il y a même une nouvelle tactique dont on m'a parlé. Une alerte qui a été lancée la semaine dernière pour une forme de sextorsion, deepfake ou hyper-trucage. C'est ce qu'on appelle, ça donne vraiment froid dans le dos. René Morin m'a expliqué un peu de quoi il s'agit. Il veut vraiment faire de la prévention là-dessus. Ça consiste en des gens qui communiquent avec des enfants pour avoir des conversations vidéo apparemment anodines avec eux dans le seul but de capturer l'image de leur visage. Et ils vont ensuite, à l'aide de logiciels de retouche d'image, superposer le visage de la jeune personne sur le corps d'une personne nue dans une vidéo pornographique pour donner l'impression que c'est la jeune personne qui vient de piéger qui se livre à des activités sexuelles en direct à la caméra. On nous a rapporté cette technique-là utilisée sur des plateformes aussi grand public là, que Instagram, Snapchat, Facebook et compagnie.
Mais qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes sur les réseaux sociaux? Noémie, on a parlé possiblement d'un Instagram Kids. Est-ce qu'on élimine, on interdit les réseaux sociaux aux jeunes? J'en ai parlé avec une spécialiste, justement. Les jeunes aujourd'hui, la sociabilité adolescente passe nécessairement par les réseaux sociaux. Donc, les enlever des réseaux sociaux, leur empêcher d'être là, c'est comme leur couper le lien social avec leurs amis. Puis ça va causer plus de tort à long terme que ça va en causer des bien. Alors, elle dit la prévention, la formation, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser parce que clairement, on le voit, c'est inévitable, mais il faut être vigilant. Merci beaucoup, Bénédicte. À bientôt. Après avoir lancé Messenger Kids en 2017, Facebook planche sur Instagram Kids pour les moins de 13 ans. Donc, même chose, un réseau social où on pourra partager des photos et des vidéos. Est-ce que c'est le bon remède au genre de phénomène dont on discute ce soir, de lancer une application spécialement pour les enfants? Bien, on va en discuter avec notre collaboratrice Maude Goyer. Bonsoir, Maude. Bonsoir, Noémie. Merci d'être avec nous. Donc, bon, on n'a toujours pas de date là, pour le lancement de cette application Instagram Kids. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un outil comme celui-là? Bien, ce que le géant Facebook dit en lançant Instagram Kids, c'est que ça va permettre d'encadrer et d'être plus, d'avoir un environnement plus sécure pour les enfants qui fréquentent de toute façon déjà Instagram. Mais moi, je suis plutôt contre ça parce qu'en fait, ce qui m'inquiète le plus, il y a plusieurs enjeux, mais l'enjeu de la vie privée. Donc, on fait déjà des collectes de données sur les enfants qui vont participer. Et le fait aussi que les enfants qui sont déjà sur Instagram. OK, Instagram, en ce moment, Noémie, il faut avoir plus de 13 ans. Mais on le sait qu'il y en a des jeunes de 10, 11, 12 ans qui sont déjà là-dessus. Ils ne voudront pas nécessairement migrer vers la nouvelle plateforme Instagram Kids. Donc, ils vont rester quand même sur Instagram. Ça veut dire que le nouvel Instagram Kids, il pourrait y avoir de plus jeunes enfants qui vont y aller. Moi, c'est ça que je crains, en fait. Et aussi, il y a tout l'enjeu, évidemment, l'impact pour le développement de l'enfant et pour la santé mentale de l'enfant. On le sait, Instagram, c'est basé sur l'apparence et la représentation qu'on fait de soi et de notre vie. Alors, les enfants, hein, ils se mettent en scène et il peut y avoir comme une dépendance qui se développe à ça et une perte d'estime d'eux parce qu'on le sait, se fier sur notre estime de soi par rapport à nos attraits physiques, notre apparence, c'est pas très gagnant. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est pas non plus de boycotter et d'interdire les réseaux sociaux à nos enfants. Je pense que, comme le disait l'experte juste avant moi, l'accompagnement, le soutien et la communication. Hein, il faut s'intéresser à ce que nos enfants, exactement comme la maman a fait, qu'on a vu dans la capsule de Bénédicte, c'est super important de s'intéresser à ce que nos enfants font et aussi d'être de bons modèles. Hein. On peut être sur les réseaux sociaux pour s'en inspirer, on peut avoir une relation très saine avec nos réseaux sociaux, mais il ne faut pas faire que ça non plus. Donc, accompagnement, soutien, s'intéresser et quand, évidemment, suivre nos enfants sur les réseaux sociaux, les suivre sur un compte TikTok, Instagram. Et quand c'est possible, bien sûr, partager. Moi, ma fille de bientôt 12 ans a un compte TikTok, mais on le partage ensemble. Donc, je suis sur le même compte qu'elle. Donc, je peux voir ce qu'elle regarde, je peux voir ce qu'elle publie. Et quand je fais la petite loupe pour voir les recherches, bien, je vais voir ce qu'elle voit. Puis là, bien, je vois des vidéos de danse, de musique, parce que TikTok, ça peut être super le fun aussi. Oui. Tout comme Instagram, d'ailleurs. C'est juste qu'il faut être très vigilant, très prudent et ne pas sous-estimer la ruse, le côté très stratégique des prédateurs. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une coalition internationale de professionnels des droits de l'enfant qui ont écrit une lettre au patron d'Instagram, Mark Zuckerberg, pour lui demander d'abandonner le projet d'Instagram Kids. C'est un peu pour les raisons que tu évoques? Oui, tout à fait. C'est surtout la vie privée, en fait, la nuisance au développement et aussi tout le côté là, de la fidélisation. C'est comme s'ils voulaient, Instagram, en faisant ça, voulait fidéliser finalement une plus jeune clientèle qui éventuellement va suivre. Fait que c'est tout l'algorithme qui se met déjà en place, en fait, pour nous rendre accros. Donc, c'est tout ça qu'ils dénonçaient. Là. Ils ont plusieurs professionnels des droits de l'enfance internationaux là, qui ont signé cette lettre-là. Pour le moment, on ne sait pas encore si ça va faire reculer le géant Facebook et on n'a pas de date pour le lancement du projet. Pas pour le moment. Bien, merci beaucoup, Maude, d'être venue nous en parler. On se retrouve bientôt. Merci. Les risques de thrombose associés au vaccin à vecteur viral contre la COVID, c'est-à-dire comme ceux d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, continuent de faire jaser. Le Comité consultatif national de l'immunisation a publié hier un avis dans lequel il a indiqué qu'on devrait proposer en priorité les vaccins de Pfizer et de Moderna parce qu'ils ne sont pas associés à des complications graves. Et là, Émilie, c'est un avis qui sème la confusion. Ça vient un peu contredire
ce que tout le monde disait depuis des semaines. Bien oui, c'est ça, parce que ça fait des semaines qu'on se fait répéter par les autorités de prendre le premier vaccin qu'on nous offre. On a vu tous les politiciens se faire inoculer le vaccin d'AstraZeneca et inviter leurs concitoyens à faire de même. Et là, maintenant, ce que la recommandation du CNI, elle est la suivante. Une série complète de vaccins à ARN messager, c'est-à-dire ceux de Pfizer et de Moderna, contre la COVID-19, devrait être proposée préférentiellement aux personnes appartenant au groupe d'âge autorisé qui ne présentent pas de contre-indication au vaccin. Si un vaccin est contre-indiqué, un autre vaccin autorisé devrait être proposé. Bon. Le mot « préférentiellement » et le mot à retenir, est-ce que ça veut dire que les Québécois qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca ont été floués? Bien, c'est la question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui parce qu'on nous a encouragés, on nous a dit que le vaccin était sécuritaire. J'en ai discuté aujourd'hui avec Amir Kadir, infectiologue, microbiologiste et membre du collectif COVID Stop. Et lui, il est catégorique, en fait. Lui, il dit qu'au moment où on a fait ces recommandations-là d'offrir l'AstraZeneca, c'était la bonne décision à prendre. Je vous invite à l'écouter, suivi du docteur Andrew de l'Agence de santé publique du Canada, qui avait aussi un message pour les Canadiens qui ont déjà reçu la première dose d'AstraZeneca. On écoute. Jusqu'à récemment, l'évaluation, on le faisait en fonction de la situation qui était la nôtre il y a quelques semaines, c'est-à-dire pas encore d'assurance d'avoir suffisamment de vaccins de d'autres types pour tout le monde, problème d'approvisionnement, puis surtout, sachant que les variants pouvaient à tout moment prendre le dessus et causer une telle, je dirais, incidence, tellement de nombre de cas quotidiens qu'il fallait donc protéger le plus grand nombre de monde possible. C'est ça qui faisait que dans le calcul de la balance entre les risques et les bénéfices, on estimait que les bénéfices surpassaient les risques. Il n'y a que du logique là-dedans. À partir du moment où on maîtrise mieux les risques, ben, on prend moins de risques avec les vaccins qui ont quand même certaines complications. Pour les personnes qui ont déjà reçu une dose d'AstraZeneca, j'ai un message simple. Merci. Vous avez bien fait. Vous êtes protégés contre la COVID-19, mais aussi vous avez protégé votre famille, vos amis et aussi les autres membres de la communauté. Ça, c'est sûr. Donc là, la question qui va rester et à laquelle on n'a pas eu de réponse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième dose? Est-ce qu'on change de vaccin? Horacio Arruda, le directeur national de santé publique, n'avait pas la réponse aujourd'hui, mais il y a plusieurs études qui sont en cours, là, donc on devrait avoir des réponses dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Émilie. Alors, je joins maintenant Valérie Borde, qui est journaliste scientifique et chef du bureau scientifique du magazine L'Actualité. Bonjour, Valérie. Bonjour, Noémie. C'est un grand plaisir de te recevoir à l'émission. Tu as toi-même reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca et tu avais écrit un texte là-dessus dans l'Actualité où tu disais que tu avais dû surmonter ta peur de la thrombose, même toi qui connais à quel point le risque est infime. Comment est-ce que tu reçois cette nouvelle recommandation du Comité national de l'immunisation? Ben, moi, honnêtement, ça ne m'inquiète pas du tout. Je pense qu'il y a au départ une mauvaise compréhension sur le rôle de ce comité-là et ce à quoi servent ces recommandations. Le comité, lui, fédéral, il fait des recommandations populationnelles, c'est-à-dire que son calcul en ce moment, c'est de dire les vaccins ARN sont peut-être un peu meilleurs pour diminuer la transmission dans la population, ils sont peut-être un peu meilleurs contre certains variants, même si on n'en est pas encore certain, ils sont peut-être et assurément meilleurs en termes d'effets secondaires puisqu'il n'y a pas justement ce risque de thrombose. Donc on devrait, compte tenu du fait qu'on a le choix aujourd'hui, donner ce vaccin en priorité. Mais c'est une recommandation qui s'adresse non pas à nous comme citoyens, mais... Je crois que nous avons perdu Valérie. On a perdu... Bon, ben on verra si on peut retrouver Valérie un peu plus tard, mais pour le moment, on va faire le point sur les changements aux mesures sanitaires qui vont entrer en vigueur dans certaines régions à partir de lundi. Maxime Denis se trouve dans notre studio de Québec. Bonjour, Maxime. Salut, Noémie. Donc, après plus d'un mois de mesures d'urgence spéciales, la région de la capitale nationale va pouvoir souffler un peu.
Oui, et on va voir le tableau. Les régions concernées là, qui, lundi, vont retrouver une certaine vie. Il faut dire qu'à Québec, depuis le 1er avril, on est sous ces mesures sanitaires d'urgence. Donc, on a hâte de retrouver les coiffeuses, en tout cas dans mon cas. Donc, Communauté métropolitaine de Québec, la région de Chaudière-Appalaches, sauf quelques MRC vraiment au sud, là où il y a trop d'enjeux encore avec le nombre de cas. Et comme pour une bonne partie de l'Outaouais, le Bas-Saint-Laurent, on va rester en zone de mesures sanitaires spéciales, mais on va quand même pouvoir ouvrir pour Papineau et la vallée de la Gatineau. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire couvre-feu à 21h30. Ça veut dire le retour à l'école au secondaire pour les premiers, deuxièmes, troisième, quatrième, cinquième. Eh bien, c'est une journée sur 2. On va rouvrir les commerces comme les coiffeuses et les musées, cinémas, salles de spectacle à 250. Donc, c'est un peu comme à Montréal. Seul ombre au tableau, c'est la région du Granit en Estrie, où là, effectivement, c'est le point chaud du Québec en ce moment. Donc, on tombe en mesures sanitaires d'urgence spéciales pour le jeudi minuit. Et ça veut dire que le primaire va rester ouvert, mais le couvre-feu revient à 20h et on ferme les commerces non essentiels. Bonne nouvelle, si vous avez 40 ans et plus ce soir, déjà, on peut s'inscrire sur Clic Santé, donc la campagne de vaccination qui va bon train. Les 55-59 ans ont déjà atteint le niveau de 75 % que souhaite atteindre le palier dans tous les groupes et même plus pour Christian Dubé. Il reste encore 20 000 plages d'ouvertes cette semaine pour les plus vieux, donc profitez-en, allez vous inscrire. Les enfants de 12 à 17 ans, eux, eh bien, il y a une étude encore, hein, on l'entendait avec Émilie aussi, donc ils pourraient avoir une première dose cet été, une deuxième à la rentrée. Les équipements sont là, le message était clair aujourd'hui, allez vous faire vacciner. On attend la séquence de réouverture des secteurs d'activité fermés et j'ai demandé à quand une petite sangria en terrasse, peut-être à la mi-mai, on écoute. Des choses qui pourront être à l'extérieur, OK? Faut parler ici d'une population vaccinée adéquatement. Il faut parler ici de pas d'introduction de nouveaux variants. Faut parler, je ne sais pas si vous comprenez. Tout ça, c'est pour ça que je vous dis, là, je comprends que les gens sont vraiment tannés. Mais si on vous met au rouge, vous n'êtes pas dans l'orange encore. Plus on est capable de monter la vaccination, plus on peut s'ajuster dans les mesures sanitaires. Autre nouvelle aujourd'hui en provenance de Québec, d'un commun accord avec le premier ministre, la ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, démissionne. Oui, la pression était forte sur elle au cours des derniers jours, surtout depuis le départ de son attachée de presse vendredi, Noémie. Donc, depuis février 2020, il y a des allégations. On l'accuse d'être pas très gentille au travail, qu'il y a un climat toxique dans son bureau. Donc, une dizaine d'employés ont quitté depuis. Et là, il a écrit sur Facebook en début d'après-midi qu'elle s'excusait, qu'elle est une personne exigeante envers elle, mais peut-être aussi envers les autres. Bref, c'est un commun accord comme ça qu'elle a quitté son poste de ministre déléguée, mais elle reste tout de même députée de Côte-du-Sud. C'est pourquoi il y aura un suivi auprès du personnel de son bureau de comté. Voici ce qu'avait à dire François Legault. On a rencontré Marie-Ève Proulx. On lui a donné des services. Elle a eu droit aux services, entre autres, de coach. Et malheureusement, bien, on se rend compte que la situation ne s'est pas suffisamment améliorée. On peut être exigeant, on peut travailler fort, mais ça doit se faire dans le respect, même, je dirais, dans la bonne humeur. C'est important qu'on ait du plaisir. Et pour moi, une organisation, que ce soit privée, publique, là, c'est comme une petite famille. Tout le monde doit s'aimer, faire attention les uns aux autres. Donc, c'est pas le genre de climat que je souhaite. On peut s'attendre à une nomination prochaine au cours des prochaines semaines. Notamment, on parlait de remaniement là, à 1 an et demi des élections. Donc, on pourrait avoir ça pour avoir la parité aussi homme-femme au sein du gouvernement. Bien oui, parce que ça fait plusieurs ministres qui sont dégommés, ministres féminines qui sont dégommés du cabinet. Merci beaucoup, Maxime. À bientôt. Bonne soirée. Au retour, le gouvernement Legault se dit prêt à suivre les recommandations du rapport Laurent sur les changements pour les droits des enfants et la protection de la jeunesse. On en discute avec notre collaborateur Alexis Wawanalowat et le journaliste Jean-François Nadeau.